Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'Africa Tribune, votre magazine hebdomadaire consacré au décryptage de l'actualité internationale, l'actualité du continent, vue strictement sur le prisme africain. Au menu de cette édition, mesdames et messieurs, un sujet majeur. Nous parlons des élections présidentielles en Afrique et quelle est leur plus-value depuis le discours de la Baule en 1990 et suite aux recommandations des institutions de Bretton Woods. L'Afrique vit au rythme de l'alternance démocratique avec son lot d'élections. Malheureusement, les indices de développement n'ont pas toujours évolué dans le bon sens. Cette alternance démocratique n'a pas toujours provoqué le développement escompté. Quel est véritablement l'impact de ces élections présidentielles d'une génération à l'autre, transition générationnelle? Au Libéria, on est passé d'un président jeune à un président un peu plus âgé. La République démocratique du Congo, on fera une excursion de ce côté-là, vit au rythme d'une élection présidentielle. Alternance avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, Moïse Katumbi peut-être, ou alors ce sera la continuité avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais en ouverture de cette émission, on parlera aussi du Gabon et l'offensive diplomatique du président de la transition, le chef de l'État, le général Oligui Nguema, qui cette semaine a visité le Cameroun, a bouclé sa tournée diplomatique dans la zone CEMAC en rendant visite au doyen de la zone, le président Paul Biya. Mesdames et messieurs, voilà pour le menu de cette émission. Nous bénéficierons de l'expertise, nous bénéficierons des analyses pointues d'un politologue spécialiste de la communication et du marketing politique. Le professeur Michel Oyan est notre invité exclusif sur ce plateau. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'inviter. Vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé, enseignant de l'université de Yaoundé 2, j'ai dit spécialiste politologue, spécialiste des questions électorales, de sociologie électorale et de marketing politique, communication et marketing politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons également les éclairages tout au long, ou le regard sur ces sujets tout au long de cette émission du professeur Chandatome, qui est un homme politique mais politologue également. Mais avant d'aborder ces deux sujets, professeur, avec votre permission, nous allons faire une légère escale du côté du Sénégal, à Dakar, où se tient la 16e édition, la 16e Assemblée générale du Codestria, qui est un organisme africain dédié à la recherche en sciences sociales et qui célébrait cette année également son 50e anniversaire des assises placées sous la thématique des sciences sociales et les pandémies en Afrique. Un regard post-Covid avec une analyse profonde, une contribution des chercheurs à l'éradication de cette pandémie sur le continent africain. Le docteur David Eboutou, qui nous fait souvent l'honneur d'être sur ce plateau, participe à ces travaux et nous en donne la quintessence, les grands moments de ces assises et sa participation. Lui, on se retrouve, on l'écoute, on se retrouve pour la suite. De la 16e Assemblée générale du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODESRIA, s'achève vendredi 8 décembre 2023 à Dakar, notamment à l'hôtel King Fahd Palace, où je me retrouve depuis pratiquement une semaine. Il faut dire que cette année, le CODESRIA a jumelé justement son assemblée générale avec la célébration de son 50e anniversaire. Au fil des ans, il faudrait peut-être le rappeler, l'assemblée générale du CODESRIA s'est imposée comme étant le plus important rassemblement d'intellectuels dans le domaine des sciences sociales et humaines sur le continent africain. Et c'est une assemblée qui réunit un grand nombre d'intellectuels du continent et de la diaspora et qui se retrouvent dans un pays africain tous les 4 ans pour réfléchir sur une série de questions thématiques clés, débattre des perspectives pour le continent et du rôle que peut y jouer la communauté intellectuelle. Et en ces occasions-là, elle en profite souvent pour discuter de la gouvernance du Conseil et ces discussions, généralement, contribuent à l'intégration et au renforcement de la communauté africaine des chercheurs en sciences sociales et fournissent par la même occasion une plateforme pour amplifier la présence africaine dans la société mondiale du savoir. Donc, je me réjouis du fait que mon travail ait été sélectionné
pour être présenté lors de cette 16e Assemblée générale ici à Dakar. Le thème central de la 16e Assemblée générale de ce congrès a tourné autour de la pandémie du Covid-19 et notamment du rapport de l'Afrique à la pandémie, à la viralité de la pandémie à Covid-19. Et donc, un certain nombre d'activités intellectuelles ont été émises dans ce sens-là. Et c'est ainsi que je me retrouve parmi les lauréats du Cameroun pour prendre part à cette grande messe scientifique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, et là c'est certainement quelque chose qui devrait réjouir la communauté des scientifiques, des chercheurs camerounais, c'est que cette année, particulièrement, le Cameroun a eu la plus forte délégation sur les contributions sélectionnées. Pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionne le CODESRIA, depuis 50 ans, c'est le Nigeria qui tient le haut du pavé, suivi du Sénégal et d'autres pays. Mais le Cameroun n'a jamais été en tête, ne s'est jamais retrouvé en tête, mais particulièrement cette année, le Cameroun se retrouve en tête avec 20 lauréats venus du Cameroun et suivi du Nigeria. Et le pays d'accueil, le Sénégal, n'a même pas pu avoir 5 contributeurs, 5 experts sélectionnés pour dire leur communication ici. Et c'est dire que malgré la faible qualité des contributions, notamment en termes de financement de la recherche dans notre pays, il y a que des chercheurs font beaucoup d'efforts pour continuer à hisser très haut le travail de recherche fait dans les laboratoires du Cameroun, dans nos universités, et tout le mérite revient à nos universités, aux acteurs qui travaillent à ce que effectivement la recherche scientifique au Cameroun rayonne. Je pense aux enseignants, aux formateurs, aux chercheurs, ainsi de suite. Donc en gros, voilà ce qui s'est fait ici à Dakar dans le cadre du CODESRIA, qui a débuté le 4 décembre dernier et qui s'achève le 8 décembre, vendredi le 8 décembre 2023. Voilà, merci pour cet écho depuis Dakar. On remercie le docteur David Eboutou. Professeur Michel Oyane, les sciences sociales sont... vous êtes politologue, vous êtes de cette cuvée scientifique, c'est les sciences sociales, un organisme comme celui-là africain qui réussit à fédérer des chercheurs. Si on se réfère aux missions de cette organisation, développer des capacités, des outils scientifiques susceptibles de promouvoir la cohésion, le bien-être et le progrès des sociétés africaines. 50 ans après, je pense que cela mérite des félicitations, peut-être un peu plus de soutien plus important de nos États africains dans le sens du financement de la recherche. Écoutez, je pense que d'abord il faut féliciter les fondateurs du CODESRIA. Il faut féliciter les pays de l'Afrique de l'Ouest, en commençant par le Nigeria, le Sénégal et les autres. Et il faut regretter l'attitude des pays de l'Afrique centrale auxquels nous appartenons. C'est bien, moi je félicite d'ailleurs le docteur David Eboutou d'avoir été sélectionné pour faire partie de ce panel, et d'autres Camerounais, d'autres compatriotes, d'autres collègues, historiens, sociologues, politologues, et j'en passe, juristes, qui sont allés réfléchir sur la thématique mise en débat sur les 50 ans du CODESRIA. Il faut féliciter les pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est bien d'aller au CODESRIA, c'est bien de vanter les mérites du CODESRIA. Il faut savoir qu'en Afrique centrale, il n'y a aucun organe scientifique dédié à la dynamisation de la recherche en sciences sociales et humaines. Il n'y a aucun organe. Ni au Cameroun, on a seulement la Grande Gueule, ni au Gabon, ni en Guinée équatoriale. Si j'ai parlé du Cameroun, je parle des autres pays de l'Afrique centrale. Donc il faut surtout féliciter ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui financent la recherche, plus que nous en Afrique centrale, qui invitent les nôtres en finançant leurs déplacements, en faisant en sorte qu'ils aient des tribunes de qualité où ils peuvent s'exprimer, montrer de quoi les chercheurs camerounais sont capables. Dieu seul sait que les chercheurs camerounais sont brillants.
au-delà du cas du docteur Eboutou, il y en a plein d'autres qui, dans leur domaine respectif, font vibrer nos cœurs, font briller le drapeau tricolore, vert, rouge et jaune, avec cette étoile dorée flaquée sur le rouge, que ce soit au Codestria ou dans d'autres réseaux scientifiques. Il faut savoir que ce qui est au cœur du développement, ce qui est au cœur de la prospérité des peuples, c'est la recherche scientifique. Et c'est pour cela que nous sommes toujours derrière. Nous sommes derrière, pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas la recherche scientifique. Que ce soit les sciences dures, c'est-à-dire celles relatives à la matière, que ce soit les sciences de la société, c'est-à-dire les sciences sociales et les sciences humaines. Si on ne met pas la recherche au cœur des actions politiques, on va faire de la navigation à vue comme on le fait là depuis plus de 60 ans. Je vais vous dire, si on finance la recherche, et je suis très content parce que, vous savez, je suis directeur adjoint d'un laboratoire de recherche, les laboratoires qui ont été dernièrement créés par le professeur Adolphe Minkwase, recteur de l'université de Yaoundé 2, qui a eu cette lumineuse idée de mettre enfin sur pied des laboratoires de recherche. L'université de Yaoundé 2, lors de la réforme de 93, fait partie des jeunes universités qui ont été créées en 93. Donc, au bout de 30 ans, vous vous rendez compte, il a fallu que le professeur Adolphe Minkwase arrive au rectorat pour créer des laboratoires de recherche. Moi qui ai fait mes études ici, à l'université de Yaoundé 2, j'ai été à l'université de Douala pour finir mon parcours parce que j'ai fait mon HDR à l'université de Douala. J'ai été à l'université de Nantes pour mon master. Vous ne savez pas comment, nous qui avons soutenu nos thèses ici, comment on a dû souffrir, comment on s'est battu pour rédiger des thèses en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, et d'autres en plus de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on conçoit une thèse, on rédige une thèse, on fabrique une thèse, on produit une thèse dans un laboratoire de recherche. Il y a de cela quelques années seulement, les jeunes chercheurs de l'université de Yaoundé, que je connais, puisque je suis un produit de là, j'étais en première année d'université il y a 21 ans. J'avais 19-20 ans. Chacun se battait, chacun se débrouillait dans sa chambre pour rédiger sa thèse. Chacun se battait pour faire, en tant que politologue, c'est le matériau de terrain qui est important. Si vous ne menez pas des enquêtes de terrain, vous êtes un chercheur de bureau en sciences politiques. En sciences politiques, il faut aller sur le terrain. Et moi, dans ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur un sujet français. Dieu seul sait comment il a fait pour que je me retrouve de temps en temps en France depuis 2007 jusqu'en 2012. Et ce sont ces enquêtes-là qui m'ont permis finalement de réunir le matériau nécessaire pour pouvoir rédiger ma thèse de doctorat qui portait sur les dispositifs de la communication et du marketing politique de Nicolas Sarkozy lors des présidentielles de 2007 et de 2012. Donc c'est comme ça qu'on s'est débrouillé pour essayer d'exister scientifiquement. Il faut donc que, au-delà de ce que le Codestria fait, qui accueille les Camerounais, que les décideurs politiques camerounais prennent leurs responsabilités. Je ne dis pas que rien n'est fait, parce qu'il faut savoir qu'avec le ministre professeur Jacques Famdongo, beaucoup a été fait. La prime de modernisation de la recherche que nous avons aujourd'hui, qui est davantage un complément salarial plus qu'autre chose, c'est le ministre Famdongo. C'est le ministre Famdongo qui fait le plaidoyer et le président de la République, son Excellence Paul Biya, décide en la faveur des enseignants, chercheurs des universités. C'est un estime qu'il faut élargir l'enveloppe. Il faut élargir l'enveloppe. Vous savez ce que gagne un chercheur sénégalais ou un chercheur ivoirien? J'ai un de mes petits frères qui vient d'être recruté dans une université, dans un institut universitaire ivoirien. Il est assistant. Vous savez ce qu'il gagne le mois? Il gagne 1,5 million le net à percevoir. Il est assistant. 3 fois plus que... Oui, 3, bien. Voilà, je ne dirai pas mon salaire ici. Le revenu d'un maître de conférence. Bien sûr, il n'y a même pas de différence fondamentale entre un maître de conférence et un professeur titulaire au niveau salarial. Il y a des maîtres de conférence qui ont plus de salaire que des professeurs titulaires parce qu'ils sont plus anciens, parce que les échelons, c'est chaque 2 ans. Et donc, il y en a qui arrivent au grade terminal plus vite, mais ils sont encore jeunes au niveau de l'indice. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, une fois que je l'ai dit, cela doit amener les nôtres. Il faut créer un réseau en Afrique centrale. Notre réseau, c'est lequel? Vous pouvez en être Moi, je suis pas... Oui, mais nous, on a les laboratoires qui ont été créés par le professeur Adolphe Minkwase, recteur de l'université de Yaoundé 2, qui est mon père, qui a fait de moi ce que je suis. Je le dis fièrement. Mais il fallait candidater.
Le recteur ne nous a pas nommés pour nous nommer. Donc nous sommes en réalité des cofondateurs de ces laboratoires parce qu'il fallait candidater. On a candidaté, le professeur Mathias Eric Onangini, mon maître, qui est le directeur du laboratoire, dont je suis l'assistant, donc assistant directeur ou si vous voulez directeur adjoint. Il fallait candidater pour être retenu, soit comme directeur, soit comme assistant directeur, c'est-à-dire directeur adjoint. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, le recteur ayant créé les laboratoires, c'est pas le recteur qui doit, par les petits financements, les petites subventions de l'université de Yaoundé 2, financer les laboratoires. Il vous appartient donc d'aller. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est mise en place pour établir des coopérations avec le secteur privé. Oui, cela est davantage la responsabilité des pouvoirs publics. Vous comprenez? Créer des synergies, parce que, des oui, ponts nous, avec... on doit chercher des opportunités sur le plan international, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, pour pouvoir capter des financements qui peuvent nous aider à dynamiser ces laboratoires de recherche. Le recteur a fait sa part. Nous avons fait notre part, c'est-à-dire nous avons montré les axes de recherche, les thématiques dans lesquelles nous voulons travailler. Maintenant, il faut que l'État nous fixe un cadre financier, économique, pour que nous puissions travailler. En Afrique de l'Ouest, je me répète, on finance sérieusement la recherche. Un docteur HDR, comme moi, à l'université Alassane Ouattara ou dans une autre université de Côte d'Ivoire, gagne au moins 3 millions de francs CFA. Wow. Je vous dis, parce qu'un docteur HDR, en fait, il a rendu au professeur. Ce qui justifie parfois la fuite de cerveau que nous avons ici. Je dis qu'il y a l'un de mes petits frères qui est à l'Institut universitaire d'Abidjan, l'un de mes petits frères, qui est camerounais. Il a été recruté là-bas. Je vous dis que son brut, c'est 1 500 000. On va dire que le niveau de vie n'est pas le même, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est trop facile. Ce sont des arguments généralement très faciles. Donc, pour me résumer et pour conclure, il faut que nous encouragions ceux qui veulent faire de la recherche à la faire, à exister, parce que la recherche est au cœur du développement. Pour finir, si nos politiques publiques n'arrivent pas à porter le développement et à apporter le développement, porter et apporter le développement dans nos pays, c'est parce que la recherche scientifique, les sciences de la matière, les sciences de la société sont reléguées au second plan. Et cela est bien déplorable. Vous voyez que c'est un sujet sur lequel on peut discuter toute la soirée parce que c'est notre métier, le métier d'enseignant-chercheur. Donc, nous avons besoin de financement, nous avons besoin de cadres, nous avons besoin de réseaux, au sens noble du terme, pour pouvoir déployer nos réflexions, pour pouvoir déployer notre savoir et notre savoir-faire en tant que chercheur camerounais, pour pouvoir exister. Tous les classements internationaux en matière d'université, pourquoi nous sommes derrière? Parce qu'il n'y a pas ces réseaux, il n'y a pas les grandes revues. C'est pour cela que les collègues qui ont étudié en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, ils sont parfois obligés de garder leur réseau qu'ils avaient là-bas, lorsqu'ils étudiaient, pour faire leurs publications là-bas. Et quand on fait ça, les revues nationales, mais elles ne vont pas nous aider dans les classements des universités. Parce que tout ça compte. Tout ça compte. Quand vous faites une analyse comparée de l'enseignement supérieur, vous voyez à quel niveau nous sommes derrière et c'est bien regrettable. Message adressé à nos politiques et on ne va pas dire qu'il n'y a pas un lien avec notre sujet principal, celui des élections présidentielles, parce que les candidats aux élections présidentielles au Cameroun passera par la case présidentielle en 2025. Il faudra les évaluer également sur ces projets de société, notamment qu'est-ce qu'ils proposent pour l'appui au développement. On le voit partout dans le monde, professeur Michel Oyan, dans le domaine des technologies, dans le domaine de la physique, de la chimie. Ce qui fait avancer les sociétés occidentales, c'est cet investissement massif dans le domaine de la recherche. Merci pour votre regard sur ce sujet. C'était un clin d'œil que nous faisions au CODESRIA et à nos frères africains du côté, à toute la communauté scientifique déjà africaine qui se retrouve là-bas, à cette 16e Assemblée Générale, le 50e anniversaire du CODESRIA. Bonne chance et tous nos voeux d'encouragement dans cette mission d'appui à la recherche scientifique. Sans transition, professeur Michel Oyan, et avec votre permission, nous allons parler du Gabon, mais tout en restant au Cameroun. Cette semaine, c'était le 6 décembre précisément, le Cameroun a accueilli le général Brice Oligui Nguema, président de la transition et chef de l'État du Gabon. C'est la dernière étape de sa tournée de la sous-région, dernière étape consacrée aux doyens de la zone CEMAC. D'abord, en images, les moments forts de cette visite du général
Oligui Nguema, chef de l'État du Gabon, ici au Cameroun. Le président Paul Biya nous a promis son soutien total à ce que les choses reviennent à la normale au Gabon. Nous sommes à l'écoute, nous sommes contents et je suis ému de cette visite. Donc cette visite explicative était nécessaire. Au-delà de cette visite, nous avons échangé sur les questions de coopération de la sous-région. Et c'est un retour à la grande diplomatie entre Yaoundé et Libreville. Voilà, merci à la réalisation, à Romian Gantia pour ces moments de cette synthèse des grands moments de la visite éclair, la visite d'une journée du général Brice Oligui Nguema ici en terre camerounaise. D'abord, votre avis et en second temps, nous allons recueillir également le regard du professeur Chanda Tamoué. D'abord, vous, professeur Michel Oyan, quel cachet vous donnez, quel regard vous portez sur cette visite du président de la transition au Gabon en terre camerounaise? Mais écoutez, je pense que le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s'inscrit finalement dans la sagesse africaine.
Vous savez, je suis actuellement en train de faire un travail de recherche sur un ouvrage sur cette transition. Subvenir au lendemain d'une élection présidentielle. Oui, tout le à lien fait. étant clair avec la thématique centrale. Il faut savoir que lorsque on gère un pays tel que le clan Ali Bongo le gérait déjà, une situation comme celle qui est arrivée là, c'est-à-dire un coup d'État, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une telle situation. Une situation salvatrice. Mais c'est une situation, c'est un coup d'État parce que bon, c'est la terminologie reconnue dans les sciences sociales, en sciences politiques, c'est un coup d'État. Mais c'est en réalité davantage un coup de liberté. Et si quelqu'un a subi un coup d'État, ce n'est pas le président Ali Bongo, c'est plutôt quelqu'un d'autre. Je pense que ce qui est arrivé au Gabon était nécessaire. Je vous le dis en toute franchise, parce que lorsqu'on voit aujourd'hui, et d'ailleurs même à l'époque, lorsque le président Ali Bongo a eu son problème de santé, on ne souhaite de maladie à personne, il était déjà dans l'incapacité de diriger le Gabon. Il y a donc toutes sortes de choses qui sont passées pour diriger l'État. L'État était donc en faillite. Bon, il y a une élection présidentielle qui a été organisée. Je crois que le pauvre professeur Ondosa, le pauvre professeur Ondosa, qui aurait dû normalement gagner ces élections, a malheureusement été écarté de la tête du pays, c'est-à-dire de la magistrature suprême. Mais le général ayant fait ce qu'il a fait pour mettre de l'ordre, je crois qu'il était très important pour lui de rendre visite à ses pairs, parce que je vous rappelle que c'est quelqu'un de notre génération. Il est né en 75. Il n'est pas très différent des gens qui sont nés en 80, 82, 83, comme vous et moi. C'est-à-dire que c'est notre congénère, et c'est notre frère. Il est d'abord allé, je crois, au Congo. Il a vu son père, parce que ce ne sont même pas ses collègues. On va parler de collègues quand on reste dans les canons de la diplomatie, mais il est tout simplement leur fils. Il est allé au Congo, en République du Congo, rencontrer le président Sassou Nguesso. Il est allé en Guinée équatoriale, rencontrer le président Obiangema. Il est venu au Cameroun. Il a aussi vu son frère, le président de la transition tchadienne. Je crois qu'ils se sont déjà rencontrés. Parce que systématiquement, lorsque vous sortez des cadres institutionnels, constitutionnels de la prise du pouvoir, vous êtes d'abord sanctionné. Donc c'est ça la pratique en politique. Lorsque vous sortez des canons institutionnels, constitutionnels, le pays est mis au banc des nations. Oui, on vous sanctionne d'abord, même si on sait qu'en réalité l'action que vous avez posée peut être une action salvatrice, ce qui est le cas du Gabon. N'ayons pas peur des mots. Ce qui s'est passé au Gabon était nécessaire. Ce que je déplore simplement, c'est le professeur Ondosa, qui aurait dû être président de la République. Donc, cette offensive diplomatique est une stratégie africaine, n'est-ce pas? Pas de séduction, mais d'humilité. Il vient rencontrer ses pairs, au sens de père, P-E-R-E. Il faut bien, c'est pas ses pairs, au sens de ses collègues, ce ne sont pas ses collègues. Demain, peut-être, ce seront ses collègues, on n'en sait rien. Parce que mais la tradition africaine veut que prévale toujours ce droit d'aînesse. Oui. Parce que l'instrument de la charte de la transition n'a pas interdit le président de la transition d'être candidat. Comprendra qui pourra. Je crois que c'est tout à fait normal. Donc je pense que ces visites s'inscrivent dans une tradition africaine, au-delà de la diplomatie classique, qui voudrait que, comprennent les différents conseils auprès des pairs, afin de savoir comment marcher. Parce que le général Oligui Nguema doit respecter sa parole. Il faut que la transition dure un certain temps. Je crois qu'ils ont fixé 2 ans. 2 ans. Oui, je crois que c'est 2 ans. À l'horizon 2025. Voilà. Il faut que les 2 ans soient respectés. Il faut que les engagements qui ont été pris par lui et le comité qui a fait le ménage, que vous appelez le putsch ou le coup d'État, respectent sa parole et que précisément ces personnes-là, ces personnalités qui sont à la tête du Gabon aujourd'hui ne s'inscrivent pas dans la prédation dans laquelle on a dû voir des valises d'argent en termes de dizaines de milliards qui étaient dans des maisons des particuliers. Je crois qu'on revienne à une normalité, on va dire, constitutionnelle. Il faut que la Constitution revienne, c'est-à-dire le respect de la Constitution.
il faut que les institutions soient réactivées, ils sont en train de travailler là-dessus, et il faut qu'il y ait des élections, parce que c'est important pour le régime démocratique, il faut qu'il y ait des élections et qu'un candidat, celui qui aura peut-être la meilleure offre politique, soit finalement choisi par les Gabonais comme celui devant conduire leur destin. Donc, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est un jeune président de transition sage. Moi, je comprends ça comme étant de la sagesse. Il est venu voir son père, ses pairs. Et je pense qu'au sortir de là, lui-même l'a rappelé tout à l'heure, les échanges étaient plutôt conviviaux. Il rentre de Libreville rassuré de l'accompagnement du président Paul Biya. Et surtout pour l'accompagner, n'est-ce pas, dans la normalisation et la levée effectivement des sanctions de la CEMAC et de la CEAC. Je crois que c'est une bonne attitude de sa part et je crois que c'est comme ça qu'il faut lire cette actualité. On dira qu'en zone CEMAC, il y en a là, on va dire, de souplesse par rapport à ce qu'on a observé en Afrique de l'Ouest. Mais écoutez, où les sanctions ont été plus rudes, on a frôlé même une intervention militaire. Bon, l'intervention militaire, c'était du bluff. Personne n'aurait pu attaquer le Niger, ou même le Mali, ou encore la Guinée, sur le plan militaire. Ça, c'est rêvé complètement. Ce sont des menaces qui ont simplement été brandies par un certain nombre de chefs d'État, qui ont leur raison. Pour éviter un effet de contagion. Oui, mais en fait, qui ont fait ces annonces-là et qui ont brandi ces menaces parce qu'ils ont peur de leur propre situation. Parce que ce n'est pas toujours des démocrates. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours des gens qui respectent les règles démocratiques. Et les modifications constitutionnelles. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous prenez un engagement devant le peuple et que cet engagement est codifié dans la Constitution, vous dites que vous allez faire 2 mandats. Le président fait 2 mandats, après le 2e mandat, il ne peut plus se représenter. Lorsque vous tripatouillez la Constitution, il faut savoir que les gens ne seront pas d'accord avec vous. Et c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest. Vous savez, au Sénégal, ce qui s'est passé, vous avez vu comment le président Macky Sall a dû reculer. Pour ne pas être humilié, parce que c'est l'humiliation qu'il attendait. Vous voyez comment la justice s'est levée puisqu'il ne sera plus candidat. A réhabilité Ousmane Sonko oui, pour pouvoir être candidat à la présidentielle qui arrive. Donc je pense qu'il faut que nous essayions en Afrique d'être plus sages. La démocratie, il n'y a pas un modèle universel de démocratie. La démocratie a des principes, elle a des règles qui doivent s'adapter à chacun des contextes. C'est-à-dire que lorsque la démocratie arrive au Cameroun, elle doit épouser l'anthropologie et la sociologie, n'est-ce pas, du Cameroun. Lorsqu'elle arrive dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest, lorsqu'elle arrive au Gabon, il faut savoir qu'elle doit pouvoir s'acclimater, elle doit pouvoir se tropicaliser. Se tropicaliser, pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire s'adapter aux us et coutumes, aux valeurs traditionnelles d'un pays, d'un peuple, et j'en passe. Donc, je pense que ce qui s'est passé là, c'est bien. Il faut encourager le général à aller dans ce sens et surtout à respecter ses engagements. Sur ce même sujet, professeur Michel Oyane, je vous convie à écouter également le regard que porte un de vos illustres collègues et aînés dans le domaine de la science politique, le professeur Chandatom, qui lui-même aussi est un homme politique. Alors, professeur Chandatom, bonsoir. J'espère que voilà, on l'a à l'écran. Merci à la réalisation. Merci de vous joindre à nous pour cet échange. Alors, vous avez vécu comme tous les Camerounais ou l'Afrique en général cette visite du général Brice Oligui Nguema ici au Cameroun, au doyen d'âge de la sous-région CEMAC, au président Paul Biya. Est-ce un adoubement à un putschiste finalement, ou simplement on dira c'est la diplomatie, c'est la victoire de la diplomatie? Je vous remercie infiniment. Je pense qu'il faut changer un peu les éléments de langage. On entend trop parler de putschistes, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Les peuples sont seuls responsables des mutations sociopolitiques à la base comme au sommet qui interviennent dans leur contexte. Personne ne peut qualifier ni les institutions du Gabon, ni les dirigeants du Gabon.
Alors, il faut éviter souvent ces épithètes-là. Celui qui est venu en visite au Cameroun, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République du Gabon. Peu importe le mode de la cession au pouvoir, les Camerounais n'ont pas de jugement à porter là-dessus. Tout comme d'ailleurs les Gabonais s'interdiraient et s'interdisent. Ils n'auront pas, je ne sais pas de quel droit d'ailleurs, le pouvoir, le devoir ou les prérogatives en ce qui concerne le jugement des institutions de la République du Cameroun et ceux qui les animent. Encore leur émanation, leur mode d'accession au sommet. Sur le deuxième plan, le deuxième pan de votre question, non, attendez, vous avez des mutations politiques, une mutation politique qui est intervenue dans un pays et le nouveau chef des institutions, tout à fait naturellement, décide de faire le tour des partenaires que je considère comme privilégiés. Parce que, on a beau dire, les premiers partenaires, les partenaires de préférence, sœurs de choix, sont des partenaires de proximité, dont il a rendu visite à ses pairs de la sous-région, ce qui me semble tout à fait logique. Et puis il a fini par le patriarche, par le Cameroun. Je ne trouve absolument rien à redire à cela. Écoutez, quand des gens assassinent tout un pays, détruisent des nations entières, on les appelle pas putschistes quand même, non? Ceux qui ont fait l'Irak, la Syrie, la Libye et beaucoup d'autres champs de ruines, Kosovo, un peu partout en Serbie, je n'ai pas entendu qu'on les a appelés putschistes. Donc je pense qu'il faut changer ce langage, et ça c'est très important. Voilà. Voilà, merci. C'était une contribution du professeur Chandaton, politologue, homme politique. On retient un mot, un élément que j'ai retenu, professeur Michel Oyan, c'est le destin d'un pays appartient au peuple, le choix des dirigeants et des institutions appartient au peuple. Est-ce pas un cachet au potentiel push qui pourrait, rien ne dit que la saison est terminée? En Guinée-Bissau, on a frôlé un coup d'État. Cet adoubement ne risque-t-il pas donner une sorte d'encouragement, cachet d'encouragement? Vous pouvez aussi le faire et voilà quelle sera la conduite à tenir, à faire des navettes diplomatiques et puis tout reviendra, on va vous sanctionner quelques semaines et tout reviendra à la norme. Écoutez, je pense que vous posez des questions très intelligentes et très intéressantes. Vous êtes un brillant journaliste politique, d'ailleurs. Cela se voit à travers des questions pointues que vous pouvez nous adresser, nous, vos modestes invités. Je pense que tout dépend de l'angle sous lequel on voit l'actualité ou les mutations politiques. Un président de la République est mis en place par le peuple et qui, quelques instants après, quelques temps après, est dans l'incapacité de diriger l'État. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre ses responsabilités en respectant le peuple qu'il a désigné comme son délégué, son représentant, et donner la possibilité aux mécanismes institutionnels et constitutionnels de se mettre en branle à travers d'abord la vacance du pouvoir, qui est nécessairement assuré, quel que soit le système ou le régime politique, par un mécanisme institutionnel et constitutionnel. Lorsque vous êtes en incapacité de diriger, ce qui n'est pas le cas d'un pays comme le Cameroun, le président Biya a 90 ans. Vous voyez comment il est debout. Vous et moi qui avons à peine 40 ans et quelques années, 30 ans et quelques années chez vous, parfois nous ne pouvons même pas nous tenir debout, comme le fait le président du Cameroun.
Ces audiences-là, c'est aussi une communication politique pour bien montrer aux gens que, On l'a encore vu attention, lors de- celui que lors vous du dites qu'il défilé est, du 20 mai, celui que vous dites qu'il est juin. fini là, il est plus solide que beaucoup d'entre nous de 30, 40, 50 ans. Le Cameroun est donc un pays finalement modèle en ce qui concerne son président de la République. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer, qu'on peut regretter, comme l'actualité que vous observez. C'est-à-dire que qui en fait est une actualité politico-judiciaire où tous les Camerounais sont étonnés, ahuris d'un certain nombre de choses qui peuvent se passer dans l'appareil judiciaire. C'est tout à fait normal. Ce sont des choses que nous devons chercher à corriger. Donc, lorsqu'un président est donc en incapacité de diriger, il ne respecte plus son peuple, puisque c'est le peuple qui l'a désigné, qui l'a délégué pour le représenter. Si le président, qui a normalement été élu, ou alors qui a été mal élu, bon, laissons la mal-élection ou la mauvaise élection. Parce qu'on sait comment Ali Bongo a souvent été élu. On dira peut-être qu'à ce moment, la légitimité est celle du peuple. Non, la légitimité... Prend la place de la légalité. La légitimité est toujours celle du peuple. Attention. Je vous ai dit, Ali Bongo est élu en 2009 et en 2014. Oui, Oui. en 2014, puisque Oui. c'est 5 ans, Oui. n'est-ce pas? Oui. D'abord, il a été mal élu. Je ne le dis pas parce qu'il n'est plus président de la République, nous savons, nous en sciences. Moi, je travaille sur la sociologie se rappelle les électorale. Je revendications travaille des gens sur les qui- élections, Serge Seppo. Moi, je travaille sur les élections. J'enseigne la sociologie électorale dans au moins 3 à 4 universités au Cameroun et en Afrique. On sait comment on fraude les élections en Afrique. Ali Bongo ne pouvait pas gagner les élections de 2009. Mais il faut être sérieux. Il ne pouvait pas gagner celle de 2014. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui a gagné. Et bon, on a décidé que c'est lui. D'accord. Lorsqu'il lui arrive dans ce qui s'est passé, il aurait dû avoir la sagesse de se retirer. Parce que lorsque l'armée prend ses responsabilités, mais cette armée a raison. Parce que l'armée fait partie du peuple. Il ne faut pas penser que les officiers, les hommes de rang, les officiers supérieurs ne sont pas du peuple. Il ne faut pas penser que ce n'est pas des citoyens. Ce sont des gens, à un certain moment, comme le cas du Gabon, qui devaient prendre leurs responsabilités. Moi, je pense qu'ils auraient même dû prendre leurs responsabilités bien avant. Parce que ce qui remet un peu en cause cette prise de pouvoir par la force, c'est lorsqu'on laisse qu'une élection s'organise, sachant bien que le président ne fait plus rien et que plutôt sa signature se balade de maison en maison, de bureau en bureau, et que c'est peut-être d'autres personnes qui signent les documents officiels du Gabon. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette situation? Il ne faut pas blâmer les militaires gabonais. Ce ne sont pas des enfants. Lorsque vous avez des gens qui signent des documents en lieu et place du président de la République, qui ont des valises d'argent qu'on a tous vues, en termes de dizaines, voire de centaines de milliards, vous pouvez accepter ça? Pendant ce temps, le peuple gabonais, les populations gabonaises croupissent dans la misère. Je vais vous dire, moi, ma grande sœur, celle que je suis, elle est gabonaise. Gabonaise de nationalité parce que c'est un Gabonais qui l'a épousée. Donc, elle a acquis la nationalité par les liens du mariage. Ma grande sœur est gabonaise, c'est-à-dire camerounaise. Vous savez que les Camerounais sont les seules citoyennes au Cameroun qui gardent la double nationalité. Mais elle n'en parle pas. Hein? Avec les liens de mariage, elle est toujours camerounaise, même si elle est gabonaise aussi. Donc, le Gabon, si vous discutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma grande sœur et moi, nous discutons profondément. On a d'ailleurs vu à travers les images, professeur, la liesse populaire, parce qu'au-delà de ces tournées diplomatiques, le général Oligui Nguema va sur le terrain, dans les villages, dans les quartiers, on voit la liesse populaire. Non, il y a une certaine liesse populaire, mais il faut relativiser. Vous savez, lorsque les gens aspirent au changement, lorsque les gens veulent respirer, même si c'est un fou qui arrive, ils vont sortir et applaudir. Donc ça peut être instrumentalisé, c'est normal. Donc, quelle que soit la personne qui est arrivée là, le peuple gabonais, les populations gabonaises allaient se comporter, de mon point de vue, de la même manière. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas dit cela. La volonté d'abord d'un débarras. D'un système qui était là depuis les années 50. Est-ce que vous vous rendez compte que Omar Bongo était vice-président de la République? Et que Léon Mba étant malade, en fait, c'était lui le président. C'est-à-dire que dans la réalité de la gestion quotidienne du pouvoir, c'est le vice-président qui gérait le Gabon. Et donc, son fils arrive, il prend aussi le pouvoir par des méthodes peu orthodoxes. Et puis, finalement, on se rend compte que, bon, voilà, il y a des membres de sa famille qui font n'importe quoi de l'appareil de l'État. Mais si vous êtes un militaire et que vous êtes sérieux, vous êtes un citoyen gabonais sérieux, c'est un peu une affaire de Gabon seulement. D'ailleurs, vous allez prendre vos responsabilités. Je disais donc, pour faire le parallèle avec le Cameroun, c'est totalement différent.
Donc, je réponds à votre question parce que vous avez dit, est-ce que ce n'est pas un encouragement, finalement, des coups d'État? Je suis d'accord avec le professeur Chandatone qui dit que, bon, voilà, on doit changer de langage ou de paradigme. Mais bon, il a raison, mais c'est d'abord un coup d'État. Puisque dès que vous sortez des mécanismes institutionnels et constitutionnels, vous vous inscrivez dans le coup d'État. Maintenant, le coup d'État peut être légitime comme celui-là. C'est un coup d'État légitime. Donc, faire le parallèle avec un certain nombre de pays, comme le Cameroun, moi j'en parle clairement, ce n'est pas possible. Si le président camerounais est en incapacité de diriger, je pense que c'est un homme suffisamment sage. Il sait ce qu'il devra faire. Il a d'ailleurs promis qu'il a un temps opportun, il fera le choix. Nous, les Camerounais, nous ne savons pas la chance que nous avons d'avoir le président Biya à la tête de l'État de ce pays. Nous, les Camerounais, nous ne mesurons même pas la chance que nous avons d'avoir un homme comme celui-là. Un homme aussi tempéré à la tête de l'État. Peut-être à l'épreuve d'une autre gouvernance, d'un autre type de mais c'est quand il ne sera plus à la tête de l'État que vous allez voir la différence. Demain, s'il plaît à Dieu, on leur dira on ne pleure pas. Hein? Et les jeunes disent on va entendre les pleurs du Mbolé partout. Ce qu'on retient pour sortir de ce sujet concernant le Gabon, c'est que le Gabon, finalement, le professeur bénéficie, on va dire, d'un certain état de grâce. Oui. Il a pratiquement acquis on va dire, un avis favorable du président Paul Biya, et a priori des autres présidents également de la sous-région sur la levée des sanctions, un avis favorable sur la levée des sanctions au sein de la CEMAC et de la CAC, en rappelant également que le 6 novembre, déjà il y a sensiblement un mois, la Banque africaine de développement également a opté pour une levée des sanctions financières qui pesait sur le Gabon. C'était l'une des grandes craintes d'ailleurs exprimées par le Premier ministre de la Transition, M. Ndonsima, d'éviter que le Gabon se retrouve au banc des nations. On va dire, pour sortir de ce sujet, c'est du 2 poids 2 mesures, selon qu'on est en zone CEMAC ou en zone UEMOA ou en zone CEDEAO, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Le traitement de ces putschs, il y a un peu plus de douceur en Afrique centrale, on va dire. Non, en fait, il faut savoir qu'il y a des présidents... Ce sont les circonstances qui... Non, ce ne sont pas les circonstances. De mon point de vue, ce n'est pas les circonstances. À la tête de chaque État africain, l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, restons sur ces 2 sous-régions-là, il y a soit un panafricain à la tête de l'État, soit alors un France-africain. Vraiment, c'est comme ça que je comprends. Lui, vous le mettez dans quelle catégorie? France-africain, le général Nguema? Non, je parle d'abord du président Biya. Le président Biya, c'est un panafricain. Mais on n'a même pas besoin de disserter pendant une journée pour savoir que le président Biya a préservé les intérêts du Cameroun dans ses relations avec les anciens colonisateurs d'hier. C'est-à-dire que la France... Oui, mais bien sûr, l'exclusivité, elle est camerounaise. Je vous rappelle que les matières premières du Cameroun sont intactes. Mais si le président Biya était un homme qui n'en valait pas la peine, mais il aurait bradé toutes ces richesses-là de notre sol et de notre sous-sol. Il ne l'a pas fait. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que vous n'imaginez pas la chance que nous avons. Donc, selon que vous avez à la tête d'un État en France-africain, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour promouvoir ses intérêts et les intérêts des politiques, c'est-à-dire des gouvernements français, vous allez avoir une attitude différente. Vous voyez bien, dans un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest, vous voyez comment certains en ont fait une affaire personnelle. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont, sur le plan idéologique, sur le plan politico-idéologique, ils ont un positionnement qui les envoie davantage, les envoie davantage vers la promotion des intérêts d'ailleurs. Je suis désolé de le dire. Le général Brice Oligui Nguema, lors de sa prise de parole, sa première prise de parole au lendemain du putsch, il a dit nous veillerons à maintenir nos engagements internationaux et nos accords avec nos partenaires. Cette phrase-là, elle avait tout son sens pour dire vraiment, nous ne sommes pas dans le radicalisme, dans une rupture comme ceux de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Nous entendons maintenir des relations privilégiées, particulièrement avec la France. Moi, je vais vous dire, il n'y a aucun sentiment anti-français en Afrique. Est-ce que vous le savez? Il y a quoi donc? Mais il y a un sentiment anti-politique. C'est-à-dire que la politique française en Afrique, c'est ce sentiment-là qui est développé et qui est visible. Le peuple français n'a aucun problème avec les peuples africains.
Vous comprenez? Tout à fait. C'est-à-dire que le peuple camerounais, moi j'ai fait une petite partie de mes études en France. C'est-à-dire que même mes voyages à l'extérieur, c'est généralement en France. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun antagonisme, aucune divergence entre les peuples. D'ailleurs, la France est même une destination de choix pour les étudiants. Mais nous sommes francophones, vous et moi, même si le Cameroun est bilingue et que nous devons aussi parler anglais. Nous sommes francophones. Quand je vais à l'extérieur, quand je voyage pour l'international, dans telle université ou dans telle grande école, c'est en France que je vais. Essentiellement, je peux aussi aller dans d'autres destinations. C'est bien pour dire qu'un collègue ou un directeur d'une grande école ou alors un président d'université qui invite le modeste enseignant camerounais que je suis, il n'a aucun problème avec le Camerounais que je suis. Mais les rapports politiques, qui sont des rapports souvent de prédation lorsqu'on ne défend pas ses propres intérêts, c'est ça qui fait que on blâme certains qui veulent défendre les intérêts de leur nation et de leurs nationaux. Et c'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Parce que ce qui s'est passé au Mali, mais moi je suis enseignant de sciences politiques. J'ai la chance d'enseigner aussi la sociologie des relations internationales. J'ai cours le 19 décembre, s'il plaît à Dieu, à l'école supérieure et internationale de guerre. J'enseigne à l'école de guerre, je suis enseignant, je suis professeur associé, invité à l'école de guerre. J'enseigne la politique chinoise en Afrique. J'enseigne les acteurs, les politiques économiques des acteurs internationaux en Afrique. Pour comprendre comment est-ce que les États, en commençant par les États, les organisations internationales, les organisations internationales non gouvernementales, les individus, coopèrent avec l'Afrique. Et qu'est-ce qu'ils tirent en Afrique? Donc c'est pour dire que chaque fois que vous allez voir un président africain accuser un de ses homologues, un de ses collègues présidents d'un autre pays qui est passé par un coup d'État, peut-être nécessaire, il faut savoir dans quel bord il se situe. Soit c'est un panafricain, soit c'est un France-africain. Et ça, c'est clair. Il y a beaucoup de France-africains là-bas en Afrique de l'Ouest que vous voyez. En Afrique centrale, le président Biya, lui, c'est quelqu'un qui est doux. Il ne fait la guerre à personne. Les Français, la preuve, c'est que leurs intérêts, bien qu'amoindris, d'une certaine manière sur le plan économique, ils sont toujours présents au Cameroun. Ils ne chassent personne. Mais il a rappelé à plusieurs occasions que le Cameroun est la chasse gardée de personne. Vous pensez qu'il s'adressait à qui? Il s'adressait à ces États-là qui brillent par la prédation économique internationale. Donc je pense que il faut comprendre les comportements de ces acteurs politiques en fonction de la situation ou alors du positionnement politico-idéologique de chacun d'entre eux. Professeur Michel Oyan, je vous prends sur un mot que vous avez évoqué, la prédation économique internationale notamment. Celle-là, elle est très visible dans un pays qui va être au cœur de la trame thématique principale, c'est les élections présidentielles. Nous parlons précisément de la République démocratique du Congo qui vit au rythme de l'élection présidentielle, des élections générales dont l'intérêt est surtout cristallisé sur l'élection présidentielle avec des ténors sur la scène. La République démocratique du Congo, un pays extrêmement vaste avec un sous-sol immensément riche, une population extrêmement dense. Je vous propose, professeur Michel Oyan, de visionner avec moi une vidéo qui retrace un peu un meeting politique de l'un des challengers sérieux du président Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit de Moïse Katumbi, qui semble marquer des points durant cette campagne. On essaye de suivre son parcours dans une ville symbole également, Badolité, qui est le fief, le village du feu, le président, le maréchal Mobutu Sese Seko. Voilà, on regarde cette vidéo qui nous vient de la République démocratique du Congo d'un confrère. Ensuite, on se retrouve pour la suite. Badolité, cette ville du nord Bangui qui n'est plus à présenter, a été l'autre destination de campagne du candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapoué, lors de sa triomphante tournée électorale à travers la RDC. Il s'y est rendu ce lundi 4 décembre 2023. En vrai fils du pays, par le sang et les œuvres, il a été accueilli avec un faste dont on se souviendra longtemps. Sur ces terres empreintes de l'esprit du maréchal Mobutu, le chairman a voulu redonner à son peuple l'espoir longtemps perdu et annihilé par 5 années de promesses somnifères.
Procession faite, il va leur parler comme personne ne le fit depuis longtemps. Solidaire aux souffrances de la population, il s'est proposé de libérer tous les malades retenus au centre de santé de référence de Gbagdolité, faute de paiement. Il a payé cash leurs nombreuses dettes. Une visite qui s'est étendue au barrage de Mobaï Bongo, dont le débordement causa d'énormes dégâts. Il en a visité certains sinistrés et leurs maisons englouties. Le numéro 3, le champion du peuple,
a encore fait parler sa légendaire compassion. Voilà, merci à Rodrigue Gantia à la réalisation pour ces belles images qui nous viennent de la République démocratique du Congo avec l'un des, on va dire, des challengers phares du président Félix-Antoine Tshisekedi. Professeur Michel Oyan, vous qui êtes un spécialiste du marketing politique, de la communication et du marketing politique, lorsque vous regardez une campagne comme celle-ci, Moïse Katumbi est un, on va dire, un opposant atypique en Afrique, c'est un homme d'affaires, qui a ses ressources et qui a une capacité de mobilisation exceptionnelle. Dans le reportage, on a parlé aussi de générosité légendaire. Vous le voyez déjà éventuellement à la tête de la RDC avec de telle foule qui l'accompagne, qui le suit lors de ses meetings? Mais écoutez, je pense que vous estimez la population de la République démocratique du Congo à combien? Un peu plus de 80 millions. Environ 100 millions. 100, oui, voilà. Alors, ça veut dire que les autres peuvent aussi faire foule. Ils font foule d'ailleurs chez le président Félix aussi. Le président de la République en poste ne peut pas ne pas faire foule. On aura certainement des images pendant nos échanges. Mais au-delà de faire foule, je pense qu'il faut d'abord reconnaître le caractère démocratique du président Félix Tshisekedi. Parce qu'il ne faut pas oublier que Moïse Katumbi était en difficulté. Je crois qu'il y a un certain nombre de procédures judiciaires qui étaient ouvertes contre lui. Oui. Et que le président de la République, Félix Tshisekedi, a dû peser de tout son poids pour le réhabiliter à la candidature à la présidentielle. Je crois qu'il faut d'abord le féliciter. Et jusqu'à ces dernières heures, on parlait encore des problèmes liés à sa nationalité. Oui. Le président de la République en poste brille donc par un tempérament, un caractère finalement démocratique. Un fair play. Il est fair play. Lui-même, c'est un fils d'opposant historique. Il est arrivé au pouvoir par les mécanismes que nous connaissons, c'est-à-dire il y a eu un certain nombre d'arrangements pour qu'il arrive à la tête de l'État. Il sait qu'il a souffert et que, plus que lui, son père a souffert de la situation de l'opposition et de l'opposant qu'il était historique. Pendant plusieurs décennies. Pendant des décennies, c'était l'opposant le plus dur du régime Mobutu. Il est président de la République aujourd'hui. C'est un très bel exemple. Et vous parlez d'avancée des présidentielles en Afrique. C'est un indicateur de ce que il y a des présidents africains qui intègrent les valeurs démocratiques comme devant guider justement le comportement de ceux qui gèrent l'État. C'est un très bon exemple que le président Félix-Antoine Tshisekedi donne. C'est-à-dire que dans d'autres pays, les autorités administratives savent très bien empêcher les manifestations et réunions publiques des partis, l'opposition et parfois même des simples organisations de la société civile. Dans un pays comme celui-ci où il y a une présidentielle, vous voyez comment il fait foule. Ça veut dire que le président en place, c'est un démocrate. Oui, je le dis, c'est un démocrate. S'il n'était pas démocrate, il n'autoriserait pas ces manifestations. Puisque c'est quand même lui qui... Nous sommes en pleine campagne. Il n'y a pas de problème. On peut toujours restreindre ta capacité de mobilisation. Et de mobilité aussi. Mais n'oubliez pas que nous, on étudie la mobilisation en politique. Il peut tout faire pour que, bon, voilà, tout au plus, il y ait paralyser 500 ou 1000 personnes. Oui, il peut le faire. Il a cette capacité de nuisance, mais qu'il ne mobilise pas. Ça veut dire que c'est un bon exemple qu'il montre à l'Afrique tout entière. Je pense que c'est un candidat très sérieux, qui est en politique, et avant la politique, qui est un homme d'affaires prospère. C'est un entrepreneur très prospère en RDC, qui est promoteur d'un des clubs... promoteur du tout-puissant Mazembe. C'est un multimilliardaire, tout le monde le sait. Donc, des gens comme ça, des profils comme ça, lorsqu'ils viennent en politique, normalement, ce n'est pas pour des raisons de prédation. C'est-à-dire que Moïse Katumbi, ce n'est pas quelqu'un qui a faim, il n'a pas de problème de voiture, il n'a pas de problème de maison. C'est des gens qui doivent donner à l'État ce que l'État leur a donné, parce que toute sa richesse-là, il attire quand même des richesses du Congo. Donc, quand il s'investit... qu'il a été gouverneur de la toute-puissante province du Katanga avant qu'elle ne soit saucissonnée en deux. Voilà, et ça, c'était pour amenuiser ses chances, c'est-à-dire qu'on affaiblissait alors sa circonscription politique. Tout à fait. Oui, régionale, mais ça ne change rien. Toujours est-il que c'est une personnalité
dans le monde des affaires et aujourd'hui dans le monde politique qui est respecté. Je crois que Félix-Antoine Tshisekedi a un vrai adversaire cette fois-ci et que s'il ne prend garde, s'il ne mobilise pas les dispositifs du marketing politique, s'il ne vend pas vraiment son projet, s'il ne discute pas avec les citoyens, avec les électeurs, s'il ne fait pas du porte-à-porte, il aura du mal à convaincre face à un candidat comme celui-ci. En espérant que le juge électoral est l'organe chargé des élections, c'est-à-dire leur commission nationale des élections jouerait franc jeu en proclamant, d'abord en organisant les élections ou l'élection présidentielle, parce que là, ce n'est pas les élections présidentielles, c'est l'élection présidentielle. On choisit, on élit un président de la République. Qu'ils feront l'effort, n'est-ce pas, ces organes-là, de, organiser normalement, dans la légalité, dans la légitimité, dans la transparence, le scrutin présidentiel, le scrutin politico-présidentiel, et que l'organe chargé de la proclamation des résultats proclamera effectivement le vrai gagnant. Parce que c'est souvent ça le cas en Afrique. Le cas du Gabon est encore très récent. Tout le monde sait. En tout cas, ceux qui font un peu de sociologie électorale savent qu'Ali Bongo ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il allait totalement perdant à cette élection. Vous avez vu comment les vestes se sont retournées tout de suite après le coup d'État. Donc, Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo, doit mettre en place une vraie équipe de campagne. Je pense qu'il a des spécialistes pour faire barrage à ce phénomène Katumbi qui visiblement est en marche. Est-ce qu'il n'y aura pas finalement un jeu d'alliance parmi les favoris de cette élection présidentielle? Le prix Nobel Denis Mukwege est sur les starting blocks. Martin Fayulu, qui était pressenti gagnant de la dernière élection présidentielle en 2018, est également là. C'est un homme qui mobilise aussi beaucoup. D'ici au 20 décembre, la date du scrutin, est-ce qu'à 48h72, on ne verra pas des ralliements et ce sont ces jeux d'alliance qui finalement pourront faire basculer l'élection dans un sens comme dans l'autre? C'est une très bonne question. Parce qu'en réalité, vous gagnez les élections en Afrique, pas parce que vous êtes très fort, parce que vous êtes très puissant. On gagne même quand vous êtes au pouvoir. Même quand vous êtes au pouvoir. Attends, mais ceux qui sont au pouvoir, le président Tshisekedi a un allié de poids, l'ancien directeur de cabinet. Bemba. Oui, l'ancien vice-président. Oui. Qui est vice-premier Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui est là, qui est actuellement vice-premier ministre. Voilà, il a aussi l'ancien directeur de cabinet, ancien président de qui l'Assemblée était nationale, en difficulté, en prison il y a quelques mois. Mais je pense que si vous voulez, il faut lire la situation de la RDC avec des lunettes de froideur et d'objectivité comme la science politique le recommande. Je pense qu'il est très, très important que les partis politiques, que les entrepreneurs politiques en Afrique comprennent qu'on n'arrive pas à la tête d'un État à travers un scrutin présidentiel parce qu'on est très fort. Dans des sociétés plurales comme les nôtres, où il y a une grande diversité sociologique, ethnique, anthropologique, communautaire, confessionnelle et donc communautaire. Donc ça dépend des communautés, ça peut être des communautés ethniques, communautés religieuses, ainsi de suite. C'est le jeu des alliances qui est l'astuce. Si vous demandez, parce que moi je vous dis toujours, moi je suis le docteur des politiques. Lorsqu'un politique est malade, il se tourne vers un spécialiste de marketing politique ou de communication politique. Ce sont les jeux des alliances qui font la force des candidats. Et je vais vous dire, il est plus difficile à un candidat en place, en poste, d'être réélu, compte tenu des difficultés de nos pays. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un candidat qui a déjà été président pendant 5 ans ou pendant 7 ans, de se faire élire, de séduire à nouveau l'électorat, parce que généralement les promesses ne sont pas tenues. Les bilans sont généralement mitigés. Pas parce qu'ils sont incapables de les tenir, mais parce que les moyens parfois dont ils disposent. C'est un nombre de facteurs à la fois endogènes et exogènes, bien fragilisés. Il y a par exemple nos économies, un pays comme le Cameroun, c'est-à-dire que nos économies dépendent, mais à 80% de l'international. Donc c'est difficile qu'un président, que le président Paul Biya tienne toutes les promesses. Vous savez qu'il y a un pays qui confisque quand même nos devises.
Tout à fait. En raison d'un certain nombre de, un pays comme la RDC de conventions. C'est pas une crise sécuritaire qui mine les régions, Oui. les provinces de l'Est. Les conventions, les traités de 1959-1960. Nous utilisons le franc CFA, nous n'en sommes pas propriétaires. Donc il y a toujours un certain nombre de facteurs internes et internationaux, donc endogènes et exogènes, qui expliquent les difficultés de ceux qui sont aux manettes de pouvoir se faire réélire. C'est pour cela que le jeu des alliances est ici important. Est-ce que je peux modestement suggérer au professeur Mukwege, qui est un brillant médecin, c'est qu'il a un savoir-faire qui a été reconnu sur le plan mondial. C'est de trouver une coalition. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, la campagne elle est déjà lancée? Non. Nous sommes à plus d'une semaine. Il n'est pas trop tard, non. Il n'est pas trop tard. C'est vrai Parce que le plus le important, ce n'est pas d'être élu président de la République. Le plus important, c'est d'être à une position de décision où on peut changer les vies des gens. Je crois que s'il est vice-président, d'accord? Ou alors s'il est ministre d'État, vice-premier ministre, tout ce que vous voulez, par le jeu des coalitions et des alliances, faire par il peut alliance impacter avec Katumbi ou avec Tshisekedi, tout dépend. N'est-ce pas? Ils doivent faire les calculs. C'est des mathématiques politiques. Ils doivent avoir des sondeurs, ils doivent avoir des spécialistes qui savent que tel est bien placé, parce que les sondages sont très compliqués dans nos contextes, ils sont généralement manipulés. Ils doivent savoir, ils doivent avoir des spécialistes. De 15%, de 10%, de 20%, dans telle zone, dans telle zone. Bien sûr. Alors, si 3 ou 4 se réunissent et décident de donner leur voix à Katumbi, mais Tshisekedi perdra. Il perdra l'élection présidentielle. C'est comme ça. S'ils donnent leur voix à Tshisekedi pour empiler, il leur donne des positions de pouvoir. Il peut décider que, bon, toi, tu seras à l'Assemblée nationale, toi, tu seras au Sénat, toi, tu seras ministre d'État, tu t'occuperas, par exemple, du secteur de la santé et des affaires sociales, voilà. N'est-ce pas? Et donc, comme le professeur Denis, c'est Denis Mukwege, non? Denis Mukwege, tout à fait. Voilà, comme c'est un homme brillant, qui a fait ses preuves sur le plan international, il peut donc mettre son intelligence au service du pays, au service de l'État, à travers un poste important, où il peut effectivement implémenter toutes les idées. Ministre de la Santé, par exemple. Ministre de la Santé et des Affaires sociales, par exemple. Il ne suffit pas d'être candidat pour être président, non. Ce qui est plus important en politique, c'est d'être dans une position où on peut changer la vie des gens. Moi, c'est ce que je dis toujours aux entrepreneurs politiques avec qui je discute, ou alors qui me sollicitent dans le cadre de leurs offres politiques, de leur capacité de dynamisation ou de redynamisation. Il ne suffit pas d'être candidat, c'est comme au Cameroun en 2018. Il y en a qui voulaient simplement exister. Bon, ils sont députés aujourd'hui, ils étaient candidats à l'élection présidentielle. Mais ils savaient bien quelle capacité ils avaient. En 2018, ceux qui se sont déclarés présidents élus là, quelle capacité ils avaient de mobiliser dans les 10 régions du Cameroun des électeurs qui pouvaient en fait jouer en leur faveur? Aucune capacité. Et il ne faut pas oublier que nous sommes quand même dans un contexte où le vote de sang, le vote de cœur, prennent encore le pas sur le vote de raison. Je vous invite à lire un article très brillant de Hélène Laure-Menton, brillante chercheuse en sciences politiques, qui a publié dans Politique africaine, Vote et communautarisme au Cameroun. Donc, c'est tous ces facteurs-là, tous ces éléments-là qu'il faut considérer lorsqu'on veut aller en politique. Vous savez, la sociologie électorale enseigne globalement ce qu'on appelle les déterminants du vote. Quelles sont les variables lourdes du vote? Pourquoi certains choisissent de voter à gauche, d'autres plutôt à droite, d'autres plutôt au centre? Et lorsque vous avez fait cet enseignement-là, vous faites un autre enseignement qu'on appelle le marketing politique. Comment on gagne une élection? C'est ce que j'enseigne modestement à l'université de Yaoundé 2. Comment on gagne une élection? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place? Quels sont les jeux d'alliance? Comment on fait le marketing électoral? Comment on fait le marketing des militants? Comment on fait le marketing de circonscription? Et ainsi de suite. Ce sont des dispositifs, ce sont des mécaniques, ce sont des mécanismes au travers desquels on peut effectivement se lancer en politique de façon dynamique pour pouvoir arriver au sommet de l'État. Très bien, je vous propose qu'on essaye d'avoir à nouveau le regard du professeur Chanda Tom, qui a d'ailleurs commis un ouvrage sur ces questions électorales. Un livre, c'était en 2000, espérons qu'on aura la photo à l'écran, en 2016, Typologie des démocraties sauvages, Dieu a-t-il puni les Noirs? Alors, si la réalisation nous permet d'avoir à nouveau le professeur Chanda Tom, la question qu'on se pose, alternance
élection pluraliste, tels étaient les ingrédients, professeur, de la recette démocratique prescrite, on va dire, lors du discours de la Baule en 1990 et des années après, une ordonnance également des institutions de Bretton Woods. Mais plus de 3 décennies après, le constat il est affligeant, élection ou alternance démocratique. Malheureusement, ces 2 éléments n'ont pas servi de garantie à une éclosion de l'Afrique. Ce ne sont pas des éléments qui ont apporté le développement. Les indices de développement dans de nombreux pays africains qui ont connu des alternances sont restés extrêmement médiocres. On vit, comme c'est le cas là en RDC, une période de charnière élective. Ça a été le cas il y a quelque temps du côté de Madagascar et du côté du Gabon également. En 2024, ce sera le cas au Sénégal. Alors, est-ce que véritablement les élections, l'alternance, quelle est la plus-value? Est-ce que cela a un impact positif sur nos sociétés africaines, professeur Chandatom? Écoutez, je suis très embêté parce que il y a un gros travail à faire de colonisation de mentalité, du langage, tout, la perception du monde en Afrique. C'est quoi le discours de la Baule? La Baule, c'est où déjà? Pourquoi pas le discours de Bala ou de Bamako ou encore de Nouakchott ou même de Douala? C'est quoi la Baule? La Baule recommande quoi à qui? De quel droit et à quel titre? La Baule, c'est ça qui a produit quoi? Est-ce que nous avons recommandé quelque chose aux gens de la Baule? Non. Et nous ne le ferons pas. Personne ne doit recommander quelque chose aux Africains. C'est la manière de se prendre en charge, de consulter leurs citoyens, de se gouverner. Il faut laisser au peuple le soin de décider de leur sort. Même si vous vous référez au droit international que nous contestons, il y a 2 résolutions importantes là-dessus. La résolution 1514 sur l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux non autonomes, l'Assemblée générale, et la même Assemblée générale, la résolution 1541, qui dit la liberté pour les peuples de choisir leur propre forme de gouvernement. Alors, oubliez ces histoires de la Baule et ainsi de suite. Ça fait partie des poubelles de l'histoire. On n'a rien à foutre avec la Baule. L'autre point d'achoppement, c'est ce que vous appelez démocratie. C'est quoi votre histoire de démocratie? C'est quoi? Décider d'aller massacrer les gens en Irak? La démocratie, c'est ça? C'est découper les îles Comores en confisquant Mayotte? C'est ça, la démocratie. C'est organiser le pillage des ressources des petits pays. C'est produire des gaz toxiques pour après faire des grandes conférences sur le climat. Parce que c'est eux qui les produisent, ces gaz toxiques, en majorité à 95%. Alors, d'accord, vous parlez d'élections en Afrique. Moi, je ne parlerai pas d'élections, je parlerai de moment de consultation populaire pour l'alternance, des alternances ou éventuellement des continuités dans les institutions. Partout dans le monde, dans tous les pays, on consulte les citoyennes et les citoyens à un moment donné. Alors, je crois que ça n'a rien de mystérieux. Pourquoi vous vous limitez simplement aux élections présidentielles qui auront lieu en Afrique? Il y aura des élections dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, pas simplement en Afrique. D'accord, je peux comprendre vos préoccupations, mais quelle que soit l'issue et quelles que soient les mécaniques des dites consultations, d'une manière ou d'une autre, il en sortira des formes de gouvernance, des formes d'institutions.
de modèles de gestion qui correspondent exactement à l'état des rapports de force entre les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Et c'est pour cela que nous sommes là. Citoyens et citoyennes, leaders d'opinion, responsables politiques, et ainsi de suite. Maintenant, c'est vrai, vous parlez du cas de la RDC, qui nous fait craindre une répétition de ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. On entend un discours sectaire, un discours à l'ancienne sur des questions d'identité, de nationalité. On comprend bien que l'actuel président du Congo démocratique est pratiquement dans une très mauvaise posture par rapport à Katumbi qui fait une campagne à l'américaine. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ressorte les vieux discours sur la nationalité, sur des choses comme ça. Bien. Mais qu'à cela ne tienne, je veux simplement vous dire que c'est le libre jeu politique et qu'il existe des mécanismes de sanction des lois qui permettent de contrôler, de juger et de prendre en charge les dérapages dans tous les contextes où les consultations populaires se produisent. Je me souviens aux États-Unis où un candidat, n'est-ce pas, jeta l'éponge simplement parce que la presse s'était acharnée sur lui, sur ses infidélités conjugales, n'est-ce pas? À travers le monde, on a beaucoup d'exemples comme ça. Peut-être qu'en Afrique, ça prend d'autres tournures, mais il n'en demeure pas moins que chaque fois qu'on parle de compétition électorale, il faut s'attendre à des travers, il faut s'attendre à des dérapages, il faut s'attendre à toutes sortes d'incongruités que les candidats initient pour dénigrer leur vis-à-vis. Mais toutes choses bien récitées, analysées, prises en charge, il existe des lois pour cela. Et même quand bien même ces lois ne fonctionnent pas comme on voudrait, ben justement c'est pour cela que les consultations permettent de faire évoluer les rapports de force entre les acteurs politiques et par conséquent d'influencer l'ordonnancement, la densification négative ou positive des institutions politiques. Voilà, merci professeur. Votre regard sur cette question. Je m'en vais pratiquement vous poser la même question pour sortir. Nous sommes pratiquement à la conclusion de cette émission, professeur Michel Oyan. Des scrutins présidentiels pour ceux des pays qui respectent leur agenda, qui respectent les dispositions constitutionnelles ou l'agenda électoral, c'est bien. Voir des populations aussi mobilisées comme on le voit en RDC, ça aussi c'est bien. Mais lorsque les élections, les scrutins présidentiels s'enchaînent ou se suivent et que le destin des populations malheureusement ne change pas, est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui d'attirer l'attention des populations africaines sur ce rôle? Il a parlé tout à l'heure de contrôle, des mécanismes de contrôle, de la veille citoyenne, afin qu'on n'ait pas simplement à se remobiliser 5 ans ou 7 ans plus tard pour un nouveau candidat sans que réellement le quotidien du citoyen ne puisse être amélioré. Je comprends ce que le professeur Chanda Tomé dit, je comprends, et je suis d'accord avec lui d'une certaine manière. Vous savez, d'abord, il y a trop d'élections en Afrique. Trop d'élections. Oui, parce que nous copions, pardon de dire bêtement, le système démocratique. Nous voulons copier bêtement le système démocratique tel qu'il fonctionne. Trop d'élections avec un coût extrêmement important. Mais bien sûr. Quand vous avez des consultations électorales locales, vous savez ce que ça coûte à l'État? Ça coûte beaucoup d'argent. Des milliards et des milliards. Ça coûte beaucoup de milliards pour organiser les élections législatives, pour organiser les élections municipales, pour organiser les élections sénatoriales, pour organiser les élections régionales et l'élection présidentielle. Dans un pays comme le Cameroun.
Nous sommes en RDC. Les élections On a fait le choix chères. là-bas des élections groupées, les Oui. élections générales. Oui, ce sont des élections générales, mais Pour amoindrir ces dépenses. les dépenses sont presque les mêmes, puisque c'est toutes ces élections mises ensemble. Couplées, Oui. oui. Les dépenses sont énormes. Bon, on vit dans un monde, nous ne sommes pas en dehors du monde. Je vous ai dit que la démocratie, c'est un régime. C'est-à-dire que c'est une manière d'organiser la cité, une manière d'arriver à la tête de l'État, une manière d'être président de la République. C'est ce modèle-là que nous avons adopté. Personne ne nous a forcé. Et si on nous a forcé de faire en sorte que dans les années 60, lorsque la plupart des pays africains accèdent à l'indépendance, à la souveraineté internationale, eh bien qu'on adopte leur modèle, 60 plus tard, nous pouvons penser à un modèle, ou alors des modèles qui nous soient propres, en nous inspirant de ce qu'ils font, ces gens de l'Occident, d'Asie, comme par exemple en Chine. Vous pensez que la démocratie chinoise, c'est la démocratie américaine? C'est totalement différent. Parti unique. Oui, il y a un élection en parti, interne. c'est le parti communiste chinois, c'est un parti d'État, contrairement à ce que j'entends souvent dire. Le RDPC n'est pas un parti État. Le PCC, c'est un parti État. C'est-à-dire que c'est un parti qui est constitutionnalisé. C'est-à-dire que si vous perdez la tête du parti, vous perdez la tête de l'État. C'est le cas de l'ANC aussi. Donc la Chine a su trouver un savant dosage pour implémenter sa démocratie. Nous voulons servilement appliquer la démocratie à l'occidental, alors que nous avons des valeurs, des principes, nous avons des cultures qui sont différentes. Nous avons des réalités sociales, sociologiques, anthropologiques, nous avons une histoire, n'est-ce pas, qui est différente, cette histoire-là, de ces peuples-là. Donc si on a adopté le régime démocratique, on peut se l'approprier ou se le réapproprier en mettant en place un certain nombre de mécanismes, n'est-ce pas, de discussion, un certain nombre de mécanismes de conciliation, un certain nombre de mécanismes d'entente pour que nos États soient tout simplement bien gérés. Parce que si vous avez choisi un mauvais candidat, vous en avez au moins pour 5 ans ou 7 ans. Il va piller les ressources de l'État, vous ne pourriez rien faire. Vous lui avez donné vos voix, vous l'avez désigné comme votre représentant à la tête de l'État. Vous devez donc attendre les 5 ans. Sauf putsch. Oui, sauf putsch. Le putsch qui, évidemment, dans le cadre d'un État qui fonctionne normalement, n'est pas à encourager, évidemment. Donc nous devons inventer des modèles qui nous sont propres, afin que le seul bénéficiaire de l'activité politique, de l'action publique, soit le citoyen. Et non l'enrichissement d'un hégémon présidentiel avec ses affidés, comme on l'observe malheureusement dans la plupart de nos États. Pour me résumer, les pays africains ont adopté la démocratie comme mode d'évolution, comme mode d'accession au pouvoir. Ce n'est pas si mauvais que ça. Il faut simplement donner à cette démocratie, ou plutôt à ces démocraties en fonction des réalités des États, des valeurs qui sont propres à chaque État, des orientations qui sont propres aux réalités de chaque contexte pour que cela puisse fonctionner. Pour finir définitivement et sortir, le cas du Congo, c'est un très bel épisode qu'il faut bien observer en tant que journaliste politique, en tant que politologue, parce que si on ne prend garde, ça pourrait aussi mal se terminer. Mais j'espère que la sagesse du président actuel et que la tempérance de Moïse Katumbi et des autres candidats feront en sorte que, eh bien, ils trouvent un terrain d'entente sur l'issue de cette élection présidentielle. Voilà, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette édition d'Africa Tribune. Vivement une élection apaisée jusqu'au bout, sans tension post-électorale. On retient également cet avis très on va dire scientifique du professeur, donner à la démocratie un ancrage des valeurs typiquement africaines, afin que seuls les citoyens puissent en être de véritables bénéficiaires. C'est sur ces mots que nous mettons un terme. Nous vous disons merci, professeur Michel Oyan. On dit également merci au professeur Chanda Tom. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Romian Gancha qui a assuré la réalisation de cette émission. Excellente suite de programme sur Ma Media Prime. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le continent africain. À très bientôt.